Si vous avez regardé la première vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que la 92e édition des 24 heures du Mans se déroulera ce week-end, à moins que vous regardez cette vidéo en retard. Si vous avez regardé la première vidéo, vous savez donc que les 24 heures du Mans est une épreuve d'endurance intégrée depuis 2012 au WEC World Endurance Championship, un championnat de voitures hypercar et GT d'endurance. Alors, je pourrais revenir là-dessus, mais les plus fidèles risquent de s'ennuyer à cause du fait que je me répète. Je pourrais aussi évoquer la BOP, la Balance of Performance, qui permet de niveler le niveau des différents participants afin de conserver un championnat plutôt intéressant, au détriment de l'évolution technique. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de revenir un peu plus en détail sur les faits que j'ai évoqués précédemment. Mon objectif, c'est que vous soyez tous prêts pour ce week-end et que vous connaissez un maximum de choses qui vous permettront non seulement de suivre la course, mais de l'apprécier davantage. Bon, en ce qui concerne les 24 heures du Mans, je vous propose de remonter un peu dans le temps. L'invention de l'automobile a été un tournant majeur dans l'histoire de l'industrie entre le 19e siècle et le 20e siècle. Si à l'époque, les fabricants se contentaient de concevoir un moteur sur un châssis, laissant les clients aller chez leur charpentier pour assembler une carrosserie, Ford, au début du 20e siècle, va révolutionner une toute autre pratique, qui, encore aujourd'hui, est utilisée dans les usines automobiles. Et pas que d'ailleurs. Ford se dit qu'il y a peut-être un moyen de se faire de l'argent en produisant une voiture de A à Z. Afin de réduire les coûts de production, chaque ouvrier, tel des robots, était amené à réaliser des tâches répétitives. L'assemblage de chaque pièce de la voiture se fait de manière itérative, ce qui fait de la Ford T la première voiture de grande série. Cette pratique marquera un succès et d'autres constructeurs vont faire la même chose. Cette méthode d'industrie ainsi que la pose d'asphalte sur les routes marquera l'essor de l'automobile dans le monde et de plus en plus de personnes possèdent une automobile, ce qui était alors encore quelques décennies plus tôt réservé uniquement à l'élite, les plus riches. Cette période marquera aussi le balbutiement de la compétition automobile. Paris-Rouen est la première compétition automobile de l'histoire en 1894, puis Paris-Bordeaux-Paris l'année suivante, faisant de la France un pionnier de ce sport. L'enjeu pour les constructeurs, c'était de montrer qu'une voiture était un bon moyen de locomotion, que ce soit en termes de rapidité, mais aussi de fiabilité. À la suite des très nombreux accidents qui marquèrent la course Paris-Madrid, en 1903, l'ACF, l'Automobile Club de France, et les autorités civiles imposent la tenue de l'épreuve sur des voies fermées et privées. Des circuits quoi. La ville de Le Mans fait acte de candidature et reçoit le premier Grand Prix de France en 1906 sur un circuit de 103 km. D'ailleurs, au passage, l'emploi du terme Grand Prix vient des courses de chevaux ou des épreuves cyclistes. Le Grand Prix était la récompense remise aux vainqueurs. Petite digression, le terme écurie, box ou parc fermé, qui est employé en français partout dans le monde, vient de la même origine. Outre-Atlantique, aux États-Unis, la première édition des 500 miles d'Indianapolis a lieu en 1911. Le but était de faire une course d'endurance de 500 miles, soit un peu plus de 800 km. D'ailleurs, cette même année, le rallye de Monte-Carlo voit le jour. Les 24 heures du Mans, aujourd'hui épreuve d'endurance de référence, se déroulent pour la première fois en 1923. Ensuite viendra le tout premier Grand Prix de Monaco en 1929, ce qui d'ailleurs marquera plus tard une épreuve mythique et peut-être la plus connue, sinon la plus prestigieuse de Formule 1 encore à ce jour. En plus de 100 ans d'édition, le format des 24 heures du Mans a bien eu le temps de changer, à commencer par le départ de la course. Les 2 premières années d'édition, le départ se faisait de manière tout à fait normale, comme on voit par exemple en Formule 1. On appelle ça un départ arrêté en ligne. À partir de 1925, les départs arrêtés se font en épi, dit Le Mans. Les pilotes rejoignent leur voiture située de l'autre côté de la piste en courant à partir du moment où le drapeau est baissé. Cette tradition rendait spectaculaire le départ des courses, mais fut la cause de nombreux accidents. Certains pilotes préféraient ne pas boucler leur harnais de sécurité afin de figurer parmi les mieux placés à l'issue des premiers tours par exemple. Lors de l'édition 1969, Jackie Hicks, qui était contre cette procédure, qu'il jugeait trop dangereuse, décide de se faire remarquer en traversant la piste sans courir, cela afin de s'élancer délibérément dernier. Cela ne l'empêchera pas de remporter la course cette année.
L'impact du geste de X fut d'autant plus légitime que cette même année, le départ de la course fut précisément le théâtre d'un accident coûtant la vie au pilote britannique John Wolfe, qui pilotait la nouvelle Porsche 917, voiture qui allait connaître un succès emblématique de cette même époque. D'ailleurs, petite anecdote, c'est entre autres pour cette raison qu'on retrouve la clé des Porsche à gauche du volant. Et ce, encore aujourd'hui. Porsche à l'époque avait placé le bouton de démarrage de ce côté, de façon à ce que le pilote l'actionne avant même d'être complètement installé dans un souci de temps. L'année suivante, donc en 1970, les départs se faisaient arrêter en épi avec le pilote à bord. Mais depuis l'année suivante, soit en 1971, le type de départ est un départ lancé, toujours pour une question de sécurité. Au fil des ans, les 24 heures du Mans ont inspiré des courses similaires partout dans le monde et propulsé le format d'endurance de 24 heures, notamment au Nürburgring et à Spa-Francorchamps, ou Daytona côté US. De plus, les championnats américains, comme Le Mans Series, ont été créés, ouverts aux mêmes véhicules que les 24 heures du Mans. La course des 24 heures du Mans sert depuis ses débuts de course d'expérimentation. On y retrouvera de nombreuses innovations. Parallèlement à la Formule 1, tout au long de l'histoire, les équipes ne manquèrent pas d'idées pour trouver un moyen de tirer un avantage sur leurs adversaires. Par exemple, en 1924, Bugatti trouve un nouveau concept de roue. Au départ, les automobiles avaient des roues à rayons tirées tout droit des vélos. Puis les jantes en bois sont devenues petit à petit courantes. Mais pour sa Type 35, le constructeur français arrive avec sa jante en alliage aluminium, avec pour avantage sa légèreté et meilleure circulation de l'air, ce qui contribue à un meilleur refroidissement des freins. Tiens, en parlant de freins, en 1953, Jaguar arrive avec ses freins à disque en collaboration avec Dunlop pour sa Type C. Coup gagnant pour Jaguar qui a fait un doublé cette année. Grosse surprise pour les autres équipes. Et ce n'est que 2 ans plus tard, en 1955, que la première voiture de série était équipée de cette technologie sur les roues avant. Ce fut la Citroën DS, puis la Renault Dauphine à l'avoir sur ses 4 roues. On notera aussi les tests des pneus à carcasse radiale autour des années 50, typologie de pneus qu'on retrouve partout aujourd'hui étant donné leur résistance. Évidemment, comme tout autre championnat automobile, l'apparence des voitures évoluera d'année en année, via la prise de conscience des ingénieurs de l'importance de certains concepts, à commencer par l'aérodynamisme, mais aussi le moteur à l'arrière, la complexification des suspensions, l'aspect sécurité, etc., etc. Comme cette épreuve dure 24 heures, logiquement, les équipes sont aussi contraintes de conduire de nuit. C'est logique. Au début, les lampes halogènes ne pouvaient uniquement éclairer que les quelques mètres devant la voiture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès la 2e édition, les instances ont choisi que l'épreuve devait se dérouler pour le 2e week-end de juin, se trouvant plus proche du solstice d'été. Les phares à LED, puis à laser, feront ensuite partie des innovations testées au Mans. Les phares anti-brouillard également furent inventés pour la course. En 1963, une écurie expérimentera une turbine à gaz. Alors qu'en 1970 était présenté le moteur rotatif par Mazda et sa mythique 787B. Voiture qui restera marquante via son bruit particulier ainsi que sa performance en piste. Tellement performante que les instances ont banni ce moteur voyant l'avantage incontestable de la firme japonaise. Le circuit des 24 heures est un circuit routier du sud de la ville de Le Mans qui emprunte une section du circuit Bugatti. Il a aussi évolué depuis sa première édition qui se déroulera les 26 et 27 mai 1923. Le but de cette compétition était de contribuer à l'évolution du progrès technique et favoriser l'essor de l'automobile. Au cours des années, la configuration du circuit a changé, et surtout dans un but de sécurité. Une préoccupation essentielle des organisateurs afin que cette course soit pérenne dans le temps. En 1972, la section du virage Porsche est réalisée pour dévier l'ancienne section ultra rapide et dangereuse de Maison Blanche, qui passait entre les habitations du lieu-dit éponyme. En 1990, la ligne droite des Hunaudières, d'une longueur de presque 6 km, est divisée en 3 portions par la réalisation de 2 chicanes. Il y a eu bien sûr des faits marquants, et ce, pas forcément pour de bonnes causes, car qui dit sport automobile dit danger. Avec des vitesses élevées, les accidents sont inévitables. On notera par exemple ces images qui sont assez connues, tellement elles sont impressionnantes, de monoplaces qui décollent en pleine ligne droite.
Comme cette Mercedes CLR qui, après son retour en compétition, subit les plaintes de Mark Webber qui par la suite fera une plutôt belle carrière en F1. La vente de la voiture était très instable, la CLR s'envola lors des qualifications. Et on ne sait comment cette CLR a été entièrement reconstruite pour la course, sachant qu'ils ont aussi eu le temps de corriger ce petit problème. Elle prendra donc le départ de la course le lendemain. Et j'y regarde. Oh, incroyable! Énorme choc de Mark Webber qui a décollé. Il l'avait fait aux 24 heures du Mans. Il y a caméra exceptionnelle. Et regardez, c'est là où on aurait pu se faire très mal. Si pour Webber et Dumbrek, l'incident ne les aura pas blessés, l'issue ne sera pas la même pour ces pilotes qui n'auront pas la chance de s'en sortir. Mais l'accident le plus meurtrier, qui marquera sans aucun doute le pire moment de l'histoire du Mans, est ce jour du 11 juin 1955 pour la 23e édition des 24 heures. Le pilote français, Pierre Levègue, perd le contrôle de sa Mercedes-Benz 300 SLR et s'envole vers les gradins. Lui-même, ainsi que 82 autres spectateurs furent tués sur le coup à cause de débris projetés dans la tribune au niveau de la ligne droite départ-arrivée et 9 autres succomberont dans les jours qui suivent. Ce carnage provoqua un choc dans le monde des sports automobiles qui conduisit la suppression de beaucoup de courses principales et mineures en 1955, telles que le Grand Prix de France, d'Allemagne et de Suisse. Ce dernier pays d'ailleurs bannissait jusqu'en 2007 toute compétition motorisée sur circuit sur son territoire. Quant à Mercedes, on ne les reverra pas en compétition automobile de haut niveau pendant plus de 30 ans. Cet événement aura mis un gros coup de pression en ce qui concerne la sécurité en piste, à la fois pour les pilotes mais aussi pour les spectateurs pour les prochaines éditions des 24 heures, mais aussi pour tout autre événement de sport mécanique dans le monde. C'est en 1926 que la moyenne des 100 km/h a été dépassée. La performance des voitures était de plus en plus notable au fil des années. En 1966, la moyenne des 200 km/h a été franchie par deux voitures iconiques, les Ford GT MK2, qui offriront d'ailleurs un doublé au constructeur américain qui s'était lancé dans la course quelques années plus tôt. Cette histoire donnera dernièrement le film à ce sujet qui sera plus ou moins réaliste mais très beau. L'année suivante, c'est la limite des 5000 km en 24 heures qui fut franchie par trois voitures. En 1971, et pendant très longtemps, les Porsche 917 pilotés entre autres par un certain Helmut Marko établirent un record en termes de distance. Ce record sera battu qu'en 2010 par l'Audi R15 Plus TDI en accomplissant 397 tours, soit le même nombre que la Porsche 917. L'explication d'un tel écart sera la raison pourquoi ce record aura mis autant de temps avant d'être battu, c'est que le tracé a été modifié l'année suivante, contournement de la section de la Maison Blanche. Et deux chicanes, dans la grande ligne droite des Inaudières, ont été installées en 1990 comme nous avons vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Et concrètement, pourquoi ces deux chicanes ont été installées ? Eh bien, car dans la fin des années 80, Peugeot, ou plutôt Walter Racing, s'obstinait à marquer le coup, non pas en gagnant la course, mais d'une autre manière. Sachant qu'ils n'avaient aucun moyen de finir la course dans des positions satisfaisantes, voire même de finir l'épreuve tout court, les deux amis et associés, Gérard Welter et Michel Meunier, mettent en place le projet 400. Un projet qui consistait à dépasser les 400 km/h lors de l'épreuve grâce à la longue ligne droite de plus de 6 km. Pour que ce soit officiel, ils demanderont à l'ACO de placer un radar. L'ACO accepte. Après quelques éditions d'essais et de doutes, voire de polémiques, Walter Racing soutient avoir dépassé les 400, mais le radar affirmant le contraire, le pilote Roger Dorchy, à bord de sa WR, parvient à officiellement inscrire le record officiel des 407 km/h, encore imbattu actuellement. Les instances, de peur que la ligne droite devienne rapidement la foire à n'importe quoi, ils installeront deux chicanes pour couper la vitesse et pour dissuader certaines équipes de réduire l'appui aérodynamique afin de tenter ce genre de choses, ce qui aurait été quand même dangereux. D'autant plus que cette épreuve était multicatégorie. La différence de vitesse de pointe des différents participants allait être encore plus marquante, provoquant donc un risque de collision à haute vitesse multiplié. Pour revenir sur ce record, si vous avez déjà entendu parler de 405 km/h, c'est normal. C'est Peugeot, le motoriste de Walter Racing, équipé d'un moteur V10 dérivé de la 905, qui a baissé le record de 2 km/h afin de faire un lien commercial avec la voiture badgée du même numéro qui était sur le point de sortir.
Pour continuer dans les faits marquants, Michael Schumacher fera ses débuts en endurance, lui qui n'avait à l'époque pas encore commencé sa carrière en F1. Carrière qu'il commencera que quelques semaines plus tard, un bon été pour le futur septuple champion du monde allemand. C'est en 2002 que Audi, via son RS10, ramènera pour la première fois un moteur diesel TDI sur cette épreuve. Le but du constructeur allemand était de vendre les TDI du groupe Volkswagen sur le premier marché automobile au monde, soit les États-Unis. Eux qui ne sont quasiment équipés par des moteurs essence. Le groupe voulait prouver l'efficacité du diesel et surtout démontrer le couple énorme qu'il pouvait offrir. À un moment où en Europe le moteur diesel était déjà très populaire et qui était vu comme un moteur propre et destiné au futur, c'est en 2006 que Audi parviendra à remporter l'épreuve avec un diesel. Première victoire et même premier podium pour ce type de moteur. Cette période était marquée par la surperformance des moteurs allemands pour cette épreuve à cette époque. Ce n'est pas moins de 15 éditions consécutives de 1994 à 2008 qui ont été remportées par une voiture disposant d'un moteur allemand. 9 fois Audi, 4 fois Porsche et 2 fois BMW. Ah oui, et entre deux, il y a eu la Bentley anglaise victorieuse en 2003 qui avait un moteur dérivé du moteur Audi de la R8. Quant à la McLaren de 1995, bien, c'était un moteur BMW. On a pu souffler un peu quand la Peugeot 908 HDI FAP numéro 9, pilotée par Marc René, Alexander Wurz et David Brabham, remporte la course au classement général en 2009. La voiture numéro 8, pilotée par Sébastien Bourdet, Stéphane Sarrazin et Franck Montagny, assure le doublé. Puis les Allemands ont envahi de nouveau le classement à partir de 2010 jusqu'en 2017, 5 fois Audi et 3 fois Porsche. Les éditions 2018 et 2019 ayant été remportées par Toyota qui avait failli remporter la course de 2016 mais qui a été contraint d'abandonner dans l'avant-dernier tour des 384 que cette édition était sur le point de marquer, laissant la victoire à la Porsche 919 hybride. Côté palmarès à ce jour, côté constructeur c'est Porsche qui détient le record de victoires pour l'épreuve des 24 heures au nombre de 19. Côté pilote, avec 9 victoires à son palmarès, c'est le Danois Tom Kristensen qui est au top. Le plus jeune à remporter l'épreuve était Alexander Wurz en 1996, âgé alors de 22 ans. Le plus vieux était Luigi Chinetti en 1949 à presque 48 ans. Le record de course, c'est Mike Conway qui le détient avec une Toyota en 2019, avec le temps de 3 minutes 17 secondes 297 milliams. Mais lors des qualifications, c'est là que les voitures sont les plus rapides. Kamui Kobayashi, toujours en Toyota, détient le record avec un temps de 3 minutes 14 secondes 791 millièmes. C'est le record de la pole depuis l'installation des chicanes. Le plus long relais suivi d'une victoire était détenu par le Français Pierre Rosier. Il a roulé pendant plus de 23 heures d'affilée. Surtout que, contrairement à aujourd'hui, où les pilotes font des relais de 2 ou 3 heures, à l'époque, ils pouvaient rouler pendant presque 24 heures d'affilée. Au sujet de la triple couronne, qui est de remporter les 3 courses les plus prestigieuses au monde, soit le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans, à l'heure actuelle, Graham Hill est le seul à la détenir. D'autres ont essayé, à commencer par Mario Andretti, mais n'a fini que 2e aux 24 heures du Mans en 1983 et 1995. Juan Pablo Montoya, qui a déjà gagné Monaco et aux 500 miles d'Indianapolis, n'a pas réussi à remporter les 24 heures pour sa seule tentative. Plus récemment, le double champion du monde de Formule 1 et double vainqueur à Monaco, Fernando Alonso, remporte par 2 fois les 24 heures en 2018 et 2019 avec sa Toyota Gazoo Racing. Cependant, il ne parviendra pas à s'imposer à Indianapolis. Avant chaque course du championnat du monde de WEC, le législateur impose à chaque concurrent des modifications pour ses voitures. Niveau poids, niveau puissance, carburant autorisé pendant les relais, ou le seuil de vitesse à partir duquel le système hybride peut se mettre en marche. À partir de 2023, en ce qui concerne la catégorie Hypercar, la BOP change de référence. Les années précédentes, elle était identifiée à l'aide des mesures chronométriques, soit les temps autour. Cette fois, ce sera des simulations faites par le législateur pour chaque voiture en début de saison qui définira la balance of performance. A noter aussi au passage que, afin d'éviter toute polémique, une clause du règlement sportif rend secret
les calculs et accords de la BOP, interdisant donc aux pilotes et membres des équipes engagées de toute communication publique à ce sujet sous peine de sanctions par les commissaires sportifs à tout moment pendant toute compétition, y compris après la course. Alors, est-ce que vous allez regarder la course des 24 heures du Mans ou est-ce que vous l'avez regardée? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien sûr, je lirai tous vos commentaires et en ferai peut-être une autre vidéo.